et bienvenue dans Madame a du chien. Nous sommes Julia, Pauline et Margot et aujourd'hui nous allons vous parler de stérilisation et de contraception dans le monde animal mais aussi dans le monde humain. Alors c'est parti. Durant cet épisode, petit trigger warning, nous allons parler de pédocriminalité, mais également de pratiques sur des animaux qui peuvent être un petit peu violentes. Donc pour les âmes sensibles, durant l'épisode, je ferai une petite intervention qui vous expliquera que dans les minutes qui vont suivre, il y aura ces sujets un petit peu sensibles et je vous inviterai à passer un petit peu plus loin tout en vous redonnant le minutage correct. Nous vous souhaitons une très belle écoute sur Madame a du chien. Et comme à notre habitude, on démarre cet épisode avec une série de définitions des termes qu'on va utiliser tout au long du podcast. On n'aura pas de réponse au questionnaire, donc comme vous le savez, souvent en début d'épisode, on reprend des questions auxquelles vous avez répondu dans notre sondage, qui est toujours disponible dans les liens qui se trouvent autour de cet épisode. Mais on n'avait pas posé de questions vraiment sur ce sujet de la stérilisation et de la contraception, donc il n'y aura pas vos réponses. Mais on vous encourage toujours à nous partager vos points de vue en commentaire sous les différentes plateformes que nous utilisons, Facebook, Instagram. Et c'est donc parti pour les définitions. Donc, stérilisation, contraception, castration, quels sont ces termes et que veulent-ils dire ? On va commencer avec la stérilisation. Donc la stérilisation, c'est le retrait des gonades ou le blocage des canaux qui permettent aux gamètes de sortir. Donc par exemple chez les mâles, ça va être la vasectomie qui va empêcher les spermatozoïdes de voyager vers l'ovule. Et également, chez les femelles, on parlera plutôt de bouchons dans les trompes ou de ligatures des trompes qui sont irréversibles dans la majorité des cas. Il y a quand même des cas où c'est réversible, notamment la vasectomie chez l'homme, et on en parlera, je pense, un petit peu plus tard. Merci beaucoup Pauline pour cette introduction de qualité. Déjà j'avais envie juste, dans un tout premier temps, qu'on évoque le sexe biologique en fait, parce qu'il y a en effet les gonades mâles et les gonades femelles, et c'est ce qui va nous permettre de parler de sexe biologique et donc de différencier les mâles des femelles. Et peut-être que plus tard, au cours de ce podcast, nous aurons la conversation sur le genre, et je crois que ça sera le sujet de notre prochain épisode. Donc, quand on a un sexe biologique mâle, on a donc des gonades mâles qui permettent de faire des spermatozoïdes, et ces spermatozoïdes sont les gamètes qui vont être la moitié du futur embryon. Et donc, le fait d'avoir des gonades mâles, donc des testicules, c'est ce qui va permettre aussi la production d'une hormone qu'on appelle la testostérone. Et c'est cette testostérone qui va permettre de continuer la différenciation du sexe biologique mâle. Et chez les femelles, du coup, on va avoir une production d'œstrogène. Cette production d'œstrogène, ça permet la différenciation sexuelle biologique, donc de créer des ovaires, et ces ovaires vont aussi sécréter des œstrogènes. Et donc, c'est à l'intérieur des ovaires qu'on va avoir les gamètes femelles, qui sont les ovules, et donc ces ovules, ça sera l'autre moitié du futur embryon, quand il y aura le spermatozoïde qui va rentrer à l'intérieur de l'ovule. Et donc là, quand on parle en gros de stérilisation ou de contraception, eh bien on va voir qu'on n'intervient pas au même niveau, donc soit au niveau des gamètes, soit au niveau des gonades. Donc la stérilisation, elle agit au niveau des gonades, dans l'idée de on va les empêcher d'exister, on les retire, ou alors on empêche carrément les gonades de pouvoir émettre leurs gamètes en bouchant les tuyaux tout simplement, ou en coupant les tuyaux avec la vasectomie ou la ligature des trompes. C'est de la vulgarisation extrême avec des métaphores de l'ordre de la plomberie. J'espère que vous appréciez ça. Mais finalement, c'est vraiment le cas, au fond. Mais oui. Du côté de la contraception, donc là, on va plutôt agir sur le fonctionnement de la et on va venir peut-être un petit peu affaiblir la gamète, voire même la gamète. Non masculin, un gamète. Masculin. Un gamète. Donc, du côté de la contraception, un gamète. Une gommette. Non mais... c'est quoi une gommette, un gamète. Voilà. C'est le mâle de la gommette, le gamète.
C'est l'amoureux de la gamète, de la gommette. Du côté de la contraception, on va plutôt avoir une action sur les gamètes et sur leur viabilité. Donc ça va souvent être d'un point de vue hormonal pour venir influencer sur la façon dont les gonades vont venir produire leurs gamètes. Et donc c'est souvent réversible, c'est-à-dire c'est beaucoup moins définitif que la stérilisation. Qui permet en fait de ne plus du tout avoir de production de gamètes. Au niveau de la contraception, eh bien, on va avoir quelque chose qui va mettre en pause cette production. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup. Enfin, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir des cours de SVT avec vous. Je trouve que c'est beaucoup plus chouette la SVT avec Madame Aduchien. Alors juste dans la définition contraception, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était la définition du Larousse, voilà, qui dit que c'est juste un ensemble de moyens employés pour rendre le rapport sexuel infécond. Mais en fait, quand on tape contraception, stérilisation, castration, on trouve des définitions du service public. Et je pense que c'est la première fois, c'est le premier épisode où quand on cherche des définitions, on tombe sur des définitions du service public, enfin, qui est quand même un site gouvernemental. Et du coup, je trouvais intéressant de regarder la définition du gouvernement pour la contraception. Et en fait, la contraception est l'ensemble des moyens visant à éviter une grossesse. Et je trouve ça déjà intéressant de voir qu'on parle d'un État qui va toucher forcément, Oh, come on! qui va toucher les femmes, quoi. C'est pour éviter une grossesse. Et après, bon... Et alors, et les IST, ils en parlent un jour ou, Pardon. Et ben Non, oui, parce oui, non, qu'il mais c'est vraiment, y a d'autres trucs dans la vie que la grossesse, quoi. c'est ça, c'est pour éviter la grossesse. Et le remboursement dépend notamment du dispositif choisi. Et peut-être que ce serait intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui est remboursé ou pas, parce que je crois, hein, c'est ça, hein, que maintenant les préservatifs sont gratuits pour les personnes de moins de 25 ans, non, c'est pas ça? C'est pas un nouveau truc du gouvernement, ça? Il y avait un truc comme Hein, ça, ouais, normalement. voilà. Si, si. Après, le terme Des contraception, trucs très pertinents du gouvernement. le terme contraception, il renferme uniquement la notion de reproduction en fait. Donc, est-ce que c'est si choquant de parler que ce soit pour éviter une grossesse? Parce que tu vois, il y a la conception, le fait de faire, de créer, et il y a la contraception, c'est ne pas pouvoir créer en fait. Et du coup, c'est le terme déjà en lui, il porte Ouais, alors moi, c'est juste le mot la grossesse qui notion. tu vois, tu pourrais dire Mais t'aurais fécondation, voulu voir quoi? bah, visant à éviter une Ah, d'accord. fécondation. Ok, pardon. Ok, j'avais pas trop compris Ouais, je trouve que le, ce le qui mot t'avait choqué. grossesse, déjà, c'est un peu du jargon, j'ai l'impression. Donc ça fait bizarre de voir grossesse écrit. Puis en plus, grossesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire gros. Enfin, je sais pas. En fait, c'est le mot grossesse, ouais, qui me choque. Voilà. Hmm, Que ok. si tu veux parler de contraception, on est plutôt sur un terme biologique, physiologique. Donc tu parles de éviter une fécondation, mais pas éviter une grossesse, Enfin bref, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses derrière ce mot grossesse, et c'est ça qui va plutôt grossesse. Quand tu dis grossesse, tout de suite, tu vois un ventre gros d'une femme avec un bébé dedans, quoi. Tu vois? Donc, je pense que c'est alors que quand tu dis fécondation, bah, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 2 gamètes qui, tu sais, l'image du spermatozoïde qui va toquer à la porte d'entrée de l'ovule, mais tu vois pas grossesse, tu vois vraiment un bébé dans un ventre. Enfin, je sais pas, enfin, c'est moi peut-être, mais du coup, je trouve que en fonction des mots que tu emploies, ben, la définition, elle peut prendre vraiment des sens hyper différents, et être défendue aussi différemment. Parce que quand on parle, bon, après c'est des sujets, voilà, avec Margot, il y a pas très longtemps, on s'est regroupés sur une place à Mont-de-Marsan pour la journée du droit à l'avortement. Mais c'est pareil, quand tu parles d'un amas de cellules ou quand tu parles d'un bébé, l'avortement, tu vas pas le concevoir de la même façon. Bah, je trouve que quand tu parles de contraception, si tu parles de fécondation ou de grossesse, tu vas, enfin, fécondation, j'ai l'impression que quand tu dis fécondation, tu prends en considération qu'il y a un spermatozoïde qui vient d'un homme et un ovule qui vient d'une femme, qui vont se rencontrer, qui vont créer enfin voilà, une cellule qui va être un futur embryon, Est-ce qu'on peut mettre un bémol là-dessus? bien sûr. Juste pour, en termes de genre, que toutes les personnes qui écoutent soient OK sur tu- un spermatozoïde qui vient d'une personne qui a Les des testicules, testicules, tu vois, qui sera pas nécessairement un oui. homme.
Et idem pour une personne qui a un ovaire ou un utérus qui ne sera pas nécessairement une femme, juste pour qu'on soit OK. Et que, vu qu'on va parler en plus de transition et de toutes ces questions-là, euh, qu'on soit OK dès le départ sur Ouais. ça. Mais je suis d'accord après que le choix des mots, euh, et c'est un truc qui est souvent utilisé d'ailleurs par les personnes pro-life, je mets des guillemets, mais vous ne le voyez pas puisque c'est un podcast. Mais genre quand on voit les personnes, notamment aux États-Unis, qui, enfin pas qu'aux États-Unis, mais moi j'ai cette vision-là parce qu'en plus aux États-Unis, avec ce qui s'est passé avec la suppression de l'amendement Roe versus Wade qui avait légalisé l'avortement, euh, on a revu voilà ces images de pro-life et qui sont du coup des gens qui veulent forcer les personnes enceintes à aller au terme de la grossesse parce que à partir du moment où il y a fécondation, il y a vie, selon LE, et il y a un être humain. Alors qu'on sait très bien qu'au départ, enfin, sur les premiers mois, on ne peut pas parler d'un Mm. être humain. Il y a un truc qui est en train de se former, mais ce n'est pas encore un être humain. Mais voilà, les personnes. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mm. Juno, où c'est justement une jeune femme qui tombe enceinte et il y a des personnes pro-life, encore une fois avec des guillemets, qui lui parlent des ongles de, de l'embryon qu'elle a en elle et qui jouent sur ça, sur le fait que euh, le truc qui est en train de se former en elle, à ce stade-là, a déjà des ongles, donc tu peux pas avorter puisque c'est déjà euh, une- un être humain qui a des ongles. Et bon, voilà, juste pour dire que cette histoire de termes et de ce qu'on en fait et de comment on présente les choses, ça va avoir une grande influence sur le, le fait d'aller au terme ou pas de sa grossesse ou de sa Mm. En fécondation. fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que grossesse, ça concerne qu'une femme, tu vois. Enfin, qu'une personne qui a un utérus. Et que ça va être que son histoire à elle. Et... Ou à lui, hein, mais bon, pour l'instant, je suis pas hyper à l'aise avec tout ça, mais on va parler de sexe biologique, donc que la personne qui a un utérus, voilà, ça va être que son problème à elle de grossesse, et que peut-être dans les conversations, du coup, j'imagine un couple hétéro où l'homme va dire, bah voilà, vu que c'est pour éviter la grossesse, bah c'est ton problème en gros, tu vois. Ben, alors que si c'est pour éviter Ça a longtemps été présenté comme voilà, ça, en tout alors que cas. si c'est pour éviter la fécondation, ah ben là, tu vois, c'est 50-50. Donc on peut réfléchir à qui va prendre la contraception. Et en France, on sait Mm. que Mm. c'est un sujet hyper sensible pour les hommes d'envisager de prendre une contraception. Ou du moins les personnes qui ont des testicules. Pauline, je pense que tu peux poursuivre. Alors poursuivons. On va poursuivre avec une forme de contraception qui va être plus particulière et qu'on va utiliser parce que on va en parler notamment chez les animaux. C'est la castration chimique, qui est un traitement médical qui a pour but de réduire la production de testostérone par la prise de médicaments. Donc ça concerne principalement les animaux mâles. Et cette castration chimique, elle a un effet qui va être similaire à celui d'une castration chirurgicale, mais sans l'effet définitif de la castration chirurgicale. Le traitement par castration chimique, il a souvent pour but de réduire les pulsions sexuelles, donc ce qui va être lié à une forme d'excitation autour de la sexualité. Et cette castration chimique, comme je disais, est temporaire et réversible. Ça dure tant que le traitement est fait, donc que ce soit sous une forme d'implant, d'injection ou de médicament qui va être donné. Et quand le traitement s'arrête, les effets s'arrêtent également. Donc cette castration chimique est très utilisée dans le monde animal. Et on verra si c'est le cas aussi chez les humains. Ceci est un petit trigger warning. En effet, dans les prochaines minutes, nous allons aborder le sujet de pédocriminalité. Donc pour les personnes les plus sensibles, n'hésitez pas à poursuivre l'épisode à partir de 19 minutes et 45 secondes. Merci beaucoup. Oui, c'est le cas, bah, tu vois, c'est une définition du service public, donc c'est le cas chez les humains, notamment en psychiatrie et aux États-Unis, par exemple, pour tous les pédocriminels ou des violeurs qui ont été plusieurs viols. En fait, ça va faire partie
leur suivi psychiatrique de prendre cette castration chimique. Et d'ailleurs que je me rappelle d'un film où il y avait, je crois que c'était Jude Law avec Kate Winslet, où il y avait du coup un pédocriminel dans ce, dans ce film et à la fin il prend une castration chimique. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que tu peux voir dans les films américains où il y a pédocriminalité. On voit souvent ces traitements mis en place pour les pulsions. Mais du coup, ça me fait penser à un post que j'ai dû voir ce matin. Alors, est-ce que c'est un post que Margot a repartagé? Je ne sais plus. Qui disait est-ce qu'on peut arrêter pour tout ce qui va être pédocriminalité ou pour les violeurs, de parler des gens comme si c'était des malades mentaux, quoi. Comme s'ils n'avaient pas de responsabilité directe. Et en fait, assumer que en fait, c'est pas que des maladies mentales. Et en fait, aux États-Unis, c'est vraiment pris comme maladie mentale avec castration chimique, en disant. Et du coup, ça déresponsabilise vachement la personne avec ses pulsions, parce qu'on va lui dire bah oui, oui, c'est à cause de ta testostérone, en fait, tu vois, c'est pour ça que tu as envie de niquer la terre entière et les gosses en même temps. Et on déresponsabilise vachement, alors que c'est. Mais non, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bref. Mais alors, j'ai pas repartagé ce post ce matin, enfin, il me semble pas. Mais en tout cas, c'est une réflexion que j'ai régulièrement parce qu'on entend souvent ça et on déresponsabilise, comme tu dis, les hommes en utilisant régulièrement ce truc de euh, mais il y a une forme d'addiction ou il est fou, genre c'est un psychopathe ou des trucs comme ça. On entend souvent Mm. ces terminologies qui sont, enfin, sont souvent évoquées pour justifier ou pour évoquer des cas spécifiques d'affaires de viol, d'agression sexuelle ou de pédocriminalité, comme tu l'évoquais là. Et effectivement, je suis d'accord, il faut arrêter d'aller chercher dans ce champ-là, parce que bah, y a des personnes que ça concerne pour de vrai, les troubles psychiques et psychologiques, Mm. mais les hommes sont juste autorisés et encouragés à avoir ce genre de comportement. Donc, Mm. c'est pas une question c'est pas une question de folie, c'est une question de système à niquer. Ah oui, et ça me fait penser, c'est comme quand tu dis que tu vas voir, que tu consultes un psy, donc que ce soit psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, psychologue, euh, on a tout, enfin, c'est un peu moins maintenant, mais on a toujours cette image de ah bah t'es fou alors ou t'es folle, Hmm. alors que pas du tout. Et j'avais fait mon stage niveau 1 écoute bienveillante avec le planning familial. Et je me rappellerai toujours de cette conversation, du fait que il y avait des interventions dans les écoles justement pour sensibiliser à ces problèmes d'inceste, de pédophilie, et que il fallait que les enfants soient aussi sensibilisés au fait que leur corps c'est leur corps, leur intimité c'est leur intimité, de ça. Et après il y avait une réunion avec les parents justement, et je me rappellerai toujours d'une intervenante qui nous a expliqué que à la fin d'une des sessions, il y avait un papa qui était venu pour pouvoir expliquer que il avait voilà, il n'était pas passé à l'acte, mais que il avait des pulsions quand il était avec sa fille. Et en fait, grâce au fait que il puisse le dire et que ça puisse être reçu, la personne, l'intervenante, l'avait orienté vers un professionnel qui lui avait permis, mais pas de prendre un traitement médicamenteux, mais plutôt de travailler sur ça, à quoi ça le renvoyait, et du coup vraiment de pouvoir en fait lâcher quelque part ça, et justement de ne pas avoir à passer à l'acte et d'être accompagné par un professionnel. Et j'avais trouvé ça énorme de dire qu'en fait, parfois, il suffit juste de pouvoir aussi en parler pour pouvoir comprendre, se déconstruire, se déculpabiliser, et puis désenclencher peut-être le mécanisme. On va donc commencer par parler du sujet de la stérilisation et de la contraception chez le chien et des différentes approches et puis des raisons qui vont nous pousser ou pas
à faire stériliser nos chiens et nos chiennes. Donc très souvent, la stérilisation chez le chien, elle va tourner autour de problématiques comportementales. On va faire stériliser le chien ou la chienne qui présente des problèmes souvent d'agressivité ou parfois même aussi d'excitation. Hein. C'est des choses que moi j'ai beaucoup de retours parmi mes élèves sur ça. Un chien excité, si je le faisais castrer, ça lui permettrait d'être plus calme. Et on va avoir surtout cette approche comportementale. On va avoir aussi le côté plus médical où la stérilisation, notamment chez les femelles, est perçue comme un moyen de venir limiter la prolifération de certaines maladies, donc notamment des cancers. Mais quand on commence un petit peu à creuser le sujet et à prendre les études qui vont porter à la fois sur le côté comportemental mais aussi sur le côté médical, on se rend compte que c'est pas si facile de venir montrer les bénéfices de la castration, de la stérilisation, parce que c'est des choses qui ont aussi des conséquences et qui peuvent parfois amener finalement plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Donc, Julia, toi, tu as écouté un épisode de Vétologie qui parlait justement de la stérilisation. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'était un épisode où Madame, enfin, où le docteur, Madame Titieux, intervenait. Et donc, c'est un peu un de ces sujets où elle est spécialisée. Et elle expliquait en fait que autant pour les chats, il y avait vraiment beaucoup d'avantages, autant pour les chiens, c'était hyper controversé. Et que voilà, si c'était pour des raisons pathologiques hormonodépendantes, c'était intéressant de pouvoir stériliser les femelles, mais que en fait, il fallait toujours voir au cas par cas. Euh, En fait, il y a beaucoup de vétérinaires qui vont dire: «Oui, il faut stériliser avant les premières chaleurs, pour, éviter les tumeurs mammaires et ça». En fait, ça a pas du tout, été prouvé et surtout, les tumeurs mammaires apparemment, ça serait vraiment avec une certaine génétique, un petit peu comme, les humains, tout simplement. Et du coup, il faudrait vraiment individualiser la prise en charge et pas, systématiser? Mmh. Ouais. Systématiser, la stérilisation. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle disait que, par exemple, pour le golden retriever et les femelles bergers allemands, la stérilisation précoce, elle augmente pas la durée de vie, elle peut même la réduire. Elle peut augmenter, le risque de certaines maladies et de certains problèmes de comportement. Et durant mes études, en fait, c'est vrai que j'avais étudié, l'ovariectomie et la production d'œstrogènes. Et c'est vrai que en fait, les œstrogènes, elles protègent de plein de choses, notamment, de maladies neurodégénératives, mais pas que. Et du coup, c'est pas sans conséquence, en fait, d'enlever, les gonades d'une femelle, heu du coup, qui permettra pas de produire, ces œstrogènes qui pourront apporter, enfin, du moins protéger l'organisme, de pas mal de choses. Chez, les molosses, les femelles, elles sont plus sujettes aux grossesses nerveuses et il peut y avoir une vraie augmentation de l'agressivité, en fait, après, la grossesse nerveuse, pendant la lactation, nerveuse. Et donc c'est vrai que là, cette agressivité, elle peut être, envers les humains ou, les congénères, et que là, ça peut être intéressant de stériliser ces chiennes, pour justement éviter, cette agressivité qui va être due à ces, pseudo-gestations. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. Ce que j'ai trouvé hyper, hyper, hyper intéressant, et là peut-être que ça pourra ouvrir un petit sujet de débat ou de conversation du moins, c'est qu'aux USA, ils parlent pas de stérilisation, ils parlent de désexage et alors en anglais ils disent du neutering, ils veulent faire devenir neutres les animaux. En fait, ils imaginent que si les animaux ne sont ni des femelles ni des mâles, alors il y aura plus aucun problème de comportement, et que les problèmes de comportement sont uniquement liés au fait qu'ils sont des mâles ou des femelles. Et donc, ils veulent rendre les animaux asexués pour que tous les comportements liés au sexe disparaissent. Mais en fait, la science, elle est vraiment claire sur le fait que chez la femelle, la stérilisation, elle augmente l'agressivité envers les congénères et les humains dans tous les cas. Et ça, c'est depuis les années 1970. Mais en fait, ces études, elles ont été complètement mises de côté. Et aujourd'hui, enfin, ils recommencent à faire des études qui prouvent bien que la stérilisation chez les femelles, en fait, ça augmente l'agressivité envers les congénères et aussi envers les humains. Pour les mâles, donc d'après le docteur Titieux et toutes les études qu'elle suit,
et qu'elle fait, une grande majorité des mâles, ils sont castrés pour l'agressivité. Donc ça, c'est ce que tu disais, Pauline. Un des premiers réflexes des propriétaires de chiens, ça va être de dire si ton chien il est trop excité, trop énervé, trop agressif, on va le faire castrer, ça va le détendre. Et d'ailleurs, je me rappelle quand je travaillais au refuge, c'était souvent un petit peu le truc de dire bah tu vois, t'es un peu vénère le chien, mais t'inquiète, dans 2 semaines t'as plus tes roupettes, tu vas te calmer. Et c'est super bizarre en fait de dire ça ou de croire que ça peut être ça, mais bon. La castration, elle améliore pas du tout l'agressivité envers les humains et c'est seulement envers les autres chiens et seulement dans certains contextes que ça peut améliorer l'agressivité. Mais en tout cas, envers les humains, c'est sûr, ça a été prouvé scientifiquement que la castration, elle n'améliore pas l'agressivité. Mais je pense que ça peut faire un lien un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure quand on préparait l'épisode par rapport à la virilité aussi et à ce qu'on projette sur, dans les testicules, le fait que ce soit ça qui entraîne du coup cette agressivité qui serait en lien avec une forme de virilité. euh, Je dirais même et d'une forme de domination, tu vois. bah, clairement, ouais, qui est en Ouais. lien avec. Bah, oui, c'est un peu ce qui. Enfin, ça fait des ponts quoi, entre masculinité, virilité, domination, testicules, testostérone, tout ça. Tout est un peu imbriqué. Enfin, non, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense que l'idée de se dire que le chien et les mâles sont plus violents et agressifs parce qu'ils ont encore leurs testicules, ça doit certainement être en lien avec les projections qui sont faites par rapport à tout ce qui est en lien avec justement la virilité et la masculinité chez les humains. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une grande part de méconnaissance déjà des causes de l'agressivité chez des chiens, que ce soit envers les autres chiens ou envers les humains, où c'est rarement lié à seulement un seul facteur. Enfin, on a vraiment une multitude de causes et de raisons qui vont pousser un chien à présenter des comportements agressifs dans plein de situations, et à savoir aussi que les comportements agressifs sont normaux, c'est pas forcément des choses qu'il faut faire disparaître. Il y a plein de moments où c'est tout à fait justifié qu'un chien soit agressif. Et je pense qu'il y a aussi le côté un peu baguette magique ou solution miracle de mon chien a un problème, donc je peux le résoudre par une petite opération qui va m'empêcher, enfin qui va m'éviter d'avoir à passer par une rééducation, peut-être questionner le bien-être de mon chien, est-ce que ses besoins sont satisfaits, etc., etc. Donc je dis pas que tous les gens qui font castrer leur chien pour ces raisons le font uniquement pour ça, mais il y a quand même le côté aussi, au moins c'est quelque chose de concret, je fais castrer mon chien, j'ai une démarche qui est proactive et il y a un résultat qui est clairement, il n'y a plus le truc qui posait souci. Et les gens sont quand même friands de ce genre de solutions aussi, qui sont clés en main, rapides et efficaces, et souvent qui vont déchanter par la suite quand, en effet, soit le comportement diminue pas du tout, voire même augmente. Et c'est rarement la solution miracle si on ne prend pas en compte tout le reste qui est à la base de l'agressivité, qui est clairement pas lié uniquement aux hormones, que ce soit chez le mâle ou la femelle. Et donc là-dessus, ce qui est intéressant aussi pour moi de voir, c'est que quand on va avoir recours à la castration pour des problèmes comportementaux, parce que comme tu l'as dit Julia, parfois ça peut aider, il faut coupler ça avec une rééducation, un questionnement des besoins du chien, enfin voilà, on doit l'intégrer dans une démarche beaucoup plus globale que simplement un truc magique qui va aider. Et donc moi, ce que j'ai déjà vu fonctionner sur des jeunes chiens un petit peu on va dire, dynamique niveau sexuel, parce que ça peut arriver d'avoir des chiens qui sont très portés sur la chose très tôt, et ce qui va engendrer des comportements difficiles avec les autres chiens, notamment les autres chiens mâles, mais aussi parfois avec les femelles, où on va avoir beaucoup d'envie envers les femelles. Passer par une phase justement de castration chimique dont on parlait tout à l'heure, qui est une phase temporaire, pendant laquelle on va un petit peu venir calmer le jeu, on va dire, pour pouvoir mettre en place une rééducation comportementale, changer les habitudes qui ont déjà été mises, et puis voilà, modifier le comportement du chien pour que quand les hormones reviendront un petit peu plus tard, une fois que la castration chimique sera terminée, eh bien le chien soit, et l'humain d'ailleurs aussi, soit mieux armé pour gérer ça, et ça a vraiment un impact intéressant parce que c'est un coup de pouce, on va dire, dans un processus beaucoup plus long et beaucoup plus complet. Mais le penser souvent comme une solution unique et puis on le fait et puis basta, on n'en parle plus, c'est
souvent un peu voué à l'échec. Alors il y a quand même un cas, moi, que je trouve assez drôle, mais de manière ironique, hein. C'est, oui, on a souvent aussi des chiens qui se calment après la castration, mais tout simplement parce qu'ils deviennent obèses. Donc évidemment, un chien qui prend 5 ou 10 kilos et qui devient très très gros et qui peut plus bouger, qui peut plus courir, va être globalement beaucoup plus calme qu'un chien qui est plein d'énergie, bien fit et en pleine forme. Donc c'est un effet qui est réel, mais qui n'est pas lié directement en fait, à la castration, c'est plus du fait du dérèglement hormonal que la castration, la stérilisation va apporter. La perte de poids la prise de poids, pardon, est extrêmement courante. Et moi, je le vis en ce moment avec un de mes chiens que j'ai dû faire stériliser en fin d'année dernière. Donc, on arrive enfin à stabiliser de ce côté-là. Mais voilà, ça va avoir une conséquence aussi. Globalement, le chien va être beaucoup plus calme parce que il peut plus rien faire. Tout simplement, il est devenu trop gros pour être agressif. Et en fait, ça me fait trop penser, c'est comme si, quand tu parlais de castration de testicules, tu parlais de lobotomie, c'est comme ça qu'on dit quand on enlève un bout de Oui, cerveau? quand on avait un bout de cerveau, c'est la Ouais. lobotomie, ouais. Tu vois? C'est ça, en fait, c'est comme si, les humains, ils imaginaient que quand tu enlèves les testicules, tu enlèves un bout de cerveau à ton chien, quoi. C'est comme si, les testicules étaient un bout de cerveau et d'ailleurs, c'est ce qui justifie, beaucoup d'actes dans notre société, de merde. Correct. Le fait de dire, il réfléchit, ouais, ou alors quand on dit que, tout le sang est dans la verge et que du coup, ça oxygène pas assez le cerveau, des trucs comme ça, enfin, comme quoi, enfin bref, il y a beaucoup d'allusions à tout ça, mais ça fait vraiment penser, que juste, d'enlever, cet organe-là en particulier, ça modifierait, la façon de voir et d'interpréter les choses. C'est assez incroyable, en fait. Et au niveau de la castration aussi, moi je voudrais rajouter que quand même, ou de la stérilisation, hein, mais tu l'as dit au début, mais il faut quand même le redire, c'est que parfois c'est nécessaire, parfois c'est indispensable pour des raisons de santé, ou même pour des raisons comportementales, hein, parfois aussi ça peut aider. Et moi j'ai eu le cas notamment avec mon jeune chiot là, qui a 8 mois, Storm, qui jusqu'à l'âge de 6 mois était monorchide. Donc monorchide, c'est le terme pour dire qu'il n'avait qu'un seul testicule qui était descendu et l'autre n'était pas descendu. Donc ça, c'est des choses qui arrivent au cours du développement du chien. J'imagine dans d'autres espèces, mais j'ai pas les connaissances là-dessus. Et normalement, voilà, quand le chiot mâle naît, ses testicules sont à l'intérieur et elles vont progressivement descendre dans le scrotum, dans le sac qui va venir les accueillir, les bourses, comme on dit souvent. Et donc dans le cas de Storm, il y en avait une qui était présente en permanence et l'autre qui faisait que monter, redescendre. Parfois elle était là, parfois elle n'était pas là. Et donc j'ai dû creuser un petit peu le sujet parce que ça m'inquiétait un peu. Normalement, un chien vers 4-5 mois, c'est descendu et puis on n'en parle plus. Et lui, il avait ces mouvements en fait de testicules tout simplement. Et donc quand j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce que je pouvais faire, ce que j'ai appris, c'est que sur les chiens qui sont monorchides, donc soit on n'a qu'un testicule qui est descendu, ou cryptorchide, on n'en a aucun, on est quasiment obligé de stériliser les animaux à coup sûr parce qu'il y a des risques de torsion testiculaire. Donc je n'en suis pas victime, mais j'imagine que ça doit être extrêmement douloureux au vu des témoignages, en tout cas chez les humains, mais également de dégénérescence tumorale. Et donc là, par exemple, c'est un cas dans lequel on va être forcé de stériliser le chien, pas pour des raisons comportementales, mais pour des raisons de préservation et de santé. Et puis très souvent, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a qu'un seul testicule qui est descendu, on va aussi enlever celui qui est déjà descendu, parce que l'idée, c'est qu'on écarte ce chien de la reproduction, parce qu'il y a une grande composante héréditaire et génétique là-dedans. Donc pour éviter qu'il y ait de la repro, on va simplement stériliser le chien aussi en enlevant l'autre testicule. Donc moi, j'avais déjà commencé à parler avec mon vétérinaire de est-ce qu'il pourrait quand même en garder un. Et donc pourquoi je voulais absolument qu'on garde quand même quelque chose, pas pour le plaisir d'avoir un chien avec des testicules, je veux dire, ça, bon, un testicule. Voilà, Sky par exemple, il en a été donc délesté en fin d'année dernière, pour sa part à l'âge de 10 ans, donc plutôt tardivement, mais pour des raisons de santé aussi. Et donc dans le cas de Storm, voilà, on aurait pu un petit peu en garder une. Et pourquoi je voulais absolument qu'on les conserve ? Tout simplement parce que je voulais pas priver mon chien de ses hormones pendant sa croissance, et pour avoir le moins d'effets négatifs sur sa santé. Donc mes chiens, moi c'est des chiens de sport, ils font de l'activité physique de manière assez intensive comparé, on va dire, à des chiens lambda. Et on sait aussi que les chiens stérilisés vont avoir plus tendance à avoir des fragilités au niveau ligamentaire, au niveau tendineux. Également, la prise de poids, elle aide pas sur ces sujets-là. Donc moi, j'aurais vraiment voulu ne pas stériliser mon chien, en tout cas pas si tôt et pas si jeune,
Et donc heureusement, tout est rentré dans l'ordre désormais, vous êtes au courant maintenant, tout est en place. Mais c'est un sujet qui m'a énormément inquiétée avec voilà, des vérifications régulières de où est-ce qu'on en était, parce que derrière, ça aurait eu des conséquences, et voilà, qui n'étaient pas forcément d'ordre comportemental, encore une fois, mais vraiment d'un côté santé. Et moi, j'encourage d'ailleurs les gens qui sont obligés de faire stériliser leur chien très tôt, pour des raisons de santé, de se faire accompagner, parce que clairement sur le développement, la socialisation et l'appréhension ensuite du chien, de son quotidien, son environnement, l'anxiété, le stress, etc., sont des choses qui très souvent se produisent, surtout sur des races sensibles. Donc il vaut mieux anticiper un peu les choses et pas attendre de voir apparaître ces problèmes-là. Et ça me fait penser aussi à un truc qui m'a choquée récemment. C'est une personne qui est venue me voir avec son chiot d'une race non reconnue, mais qui est très courue. Donc voilà, des chiens qui se vendent très cher, etc. Et donc le chiot est arrivé à 3 mois déjà stérilisé. Et j'étais choquée de me dire que sur un si jeune animal, on a déjà fait donc une anesthésie, parce que... Alors j'ose espérer que c'est fait sous anesthésie quand même sur les mâles, mais j'imagine que oui quand même. Donc on a un chiot de moins de 3 mois qui a déjà vécu une anesthésie et qu'on a déjà stérilisé, alors même que il n'y a rien, quoi. Enfin, je dirais, c'est pas possible. Donc c'est fait dans une idée de gestion de reproduction, c'est-à-dire l'éleveur ne veut pas que les gens utilisent les chiens pour leur reproduction en dehors de ce que lui contrôle. Donc il y a un côté, voilà, je contrôle mes lignées et j'évite que les gens fassent faire des petits à leurs chiens, mais à leur côté, respect du chien, bien-être, enfin, c'est assez affligeant, quoi. Et sur ce chien qui est en plus un chien hypersensible d'une race, hypersensible également, avec des gros problèmes de socialisation, des gros problèmes de rapport à l'humain, rapport au chien, on vient en plus rajouter ça. C'était clairement pas un cadeau pour la personne, quoi. Et donc là, du coup, c'était C'était un un mâle. mâle. Parce que je pense que c'est important aussi de dire que les interventions chez les femelles sont beaucoup plus invasives et compliquées, enfin avec plus de complications, sont plus dangereuses. Merci Cracotte qui intervient pendant ce podcast. Pour une fois, c'est pas Basile. Que les mâles, c'est quand même ultra simple, rapide, efficace et sans beaucoup de risques derrière, Ouais. quoi. Et Ah, moi j'étais épatée quand on a fait voilà, stériliser Sky. Franchement, il avait même pas de points, il a pas eu de pansement. ouais, Le jour ça même, va il vite, hein. galopait partout. Et limite, le truc qui nous a plus embêté, c'est là où il avait eu le cathéter qui était posé. Et parce que le scotch du sparadrap lui gratouillait la patte, quoi. Mais vraiment, en termes de récup, j'étais impressionnée. Franchement, à part voilà, l'anesthésie où il faut que le chien se réveille et se remette un petit peu. Mais sinon, aucun souci à ce niveau-là, comparé à ma femelle que j'ai dû faire stériliser avant, où elle, voilà, la récupération avait été bien plus longue et compliquée pour elle, quoi. Donc, Alors, avec mes études, moi, je suis un petit peu plus spécialisée dans les femelles parce que ça a été mon sujet de master, et notamment l'impact des œstrogènes sur la mémoire déclarative. Et je pense que ce qui est important d'expliquer, c'est que les œstrogènes, elles nous protègent des maladies neurodégénératives, elles nous protègent, enfin, elles nous permettent d'avoir une meilleure mémoire. Et aussi, c'est ça qui nous protège des problèmes d'ostéoporose. C'est-à-dire que quand les femelles ou voilà, les personnes qui ont des ovaires n'ont plus cette production d'œstrogènes, eh bien, c'est là où en fait l'état général, donc soit des humaines, des humains, soit des animaux se dégrade, et c'est là où on va voir une prise de poids, une fragilité des os, une dégénérescence au niveau de la mémoire, notamment dite déclarative. Et du coup, c'est clair que ce n'est pas sans conséquence de priver une femelle ou voilà, un humain avec des ovaires de ses ovaires, quoi. Parce que les œstrogènes, c'est hyper important pour préserver son corps de plein de choses. Et personnellement, j'ai dû faire pareil, stériliser Gypsy il y a 3 ans parce qu'on avait un border collie dans notre campagne qui était très harceleur et qui s'est chargé
de fertiliser toutes les chiennes du quartier. Moi, ma chienne, elle avait une maladie en plus génétique, donc c'était hors de question qu'il y ait un accident qui se passe et que cette transmission se fasse sur des petits. Donc j'ai dû faire stériliser Gypsy. Et depuis, c'est la catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'elle est devenue extrêmement agressive envers tous les chiens. Elle réfléchit même plus, elle fonce dans le tas. Elle est devenue obèse. Et alors, et j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer et à stabiliser son poids. J'ai vraiment, c'est très très compliqué. Et elle n'arrive plus à se concentrer. Donc c'est vraiment, bon, elle a eu beaucoup d'anesthésie générale aussi, mais c'est vraiment, elle est passée d'un chien sportif de compétition à une grosse mémère qui n'arrive plus à réfléchir plus de 5 secondes, quoi. Ça fait peur pour la ménopause. Voilà, ça fait peur pour la ménopause, mais c'est pour ça quand je bossais, du coup, je bossais au CNIC de Bordeaux, donc au Centre, de neurosciences intégratives et cognitives et je travaillais sur des petites souris et c'était notamment pour, expliquer l'importance d'avoir des compléments, d'œstrogènes ou, de phytoœstrogènes justement quand on est ménopausé pour, se préserver de la dégénérescence neuronale, de l'ostéoporose, voilà, du surpoids et tout. Et du coup, c'était là-dessus que je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant, si jamais vous devez faire stériliser votre chien de manière précoce pendant sa croissance, ce qui est très très important, c'est d'être suivi par un vétérinaire qui pourra amener les compléments alimentaires nécessaires justement pour que la croissance se fasse le mieux possible et notamment au niveau des os parce que c'est vrai que les hormones sexuelles, elles permettent vraiment de solidifier toute l'ossature et donc c'est hyper important de faire le nécessaire pour complémenter l'alimentation. Et d'ailleurs, j'ai parlé de ménopause tout à l'heure en faisant une petite blague, mais j'ai appris récemment, donc je suppose toi, Julia, tu le savais, mais pour moi c'était un peu une surprise, tu me diras Margot si t'étais au courant, mais en fait la ménopause c'est ultra rare dans le monde animal et il y a quasiment que les humaines qui vivent la ménopause. Et la plupart des femelles de la plupart des espèces sont capables de se reproduire jusqu'à la mort. Et j'étais Ah, tu j'étais vois, je savais étonnée pas. en fait de découvrir ça. Moi non plus. Voilà. C'est peut-être la durée de vie qui Sans doute fait. aussi, oui, évidemment, mais c'est... Ouais, j'ai trouvé ça pas choquant, mais intéressant. J'imaginais pas que c'était le cas. Et avant qu'on enchaîne sur le côté chat, mais ça va nous faire la transition aussi vers eux, on a recherché des statistiques sur la part de chiens stérilisés. Et donc on l'a vu que notamment la stérilisation chez le mâle, c'était quand même chez le chien, était quand même la plus simple à mettre en place, la moins douloureuse, la plus rapide, la moins invasive, etc. Donc c'est quand même le mode de stérilisation le plus facile. Et pourtant, en France, on a seulement que un quart des chiens mâles qui sont castrés, contre presque la moitié des femelles, avec 48% chez les femelles et 25% chez les mâles. Donc on a vraiment beaucoup plus de femelles chiennes qui sont stérilisées que de chiens mâles. Donc souvent, quand on regarde un petit peu les études à ce sujet, c'est que les gens parlent notamment de la gestion des chaleurs et le fait que les chiennes perdent du sang. Et donc c'est embêtant, il faut gérer ça dans la maison. Et donc les gens n'ont pas forcément envie de s'embêter avec ça. Et puis, il y a quand même aussi toute l'histoire autour de la prévalence des cancers, si on ne fait pas stériliser les femelles, etc. Et puis aussi de la reproduction, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a une vraie tension autour du nombre de chiens qui naissent chaque année en France, et de chiens qui sont abandonnés aussi en France. Donc, une reproduction qui est importante, et de plus en plus qui monte chaque année, puisque... On a en 2021 276 000 chiots inscrits au LOF, donc là on parle seulement des chiens qui sont à pédigré, et c'est un chiffre qui est en hausse de 13% par rapport à 2020 et qui ne fait que monter depuis 20 ans. Donc on a de plus en plus de chiens de race qui naissent. J'ai cherché du point de vue chien global, c'est-à-dire pas que les chiens de race. C'était un petit peu compliqué de trouver des infos, donc je me suis penchée sur l'ICAD, qui est le fichier qui enregistre les chiens, les chats identifiés,
Donc là, on n'a pas de notion forcément de pédigré. Donc c'est tout chien confondu, toute race confondue, toute origine confondue. Et pour la première fois en 2023, on avait 771 000 chiens qui ont été identifiés. Donc identifiés pour la première fois, ça veut dire que c'était la première fois qu'on leur posait une puce et qu'ils étaient enregistrés. Donc c'est pas forcément que des chiots, ça peut être aussi des chiens qui étaient présents depuis plusieurs années et qui n'ont pas été identifiés par le passé. Mais on est quand même sur un chiffre assez impressionnant de chiens qui sont chaque année rajoutés dans le territoire, alors que de l'autre côté, on a des animaux qui sont abandonnés chaque année, donc environ 100 000 animaux de compagnie qui sont abandonnés chaque année, 150 000 chiens qu'on peut retrouver errants par exemple à La Réunion, donc c'est un chiffre qui est énorme, qui est gigantesque, et dans toute l'Europe c'est un chiffre qui va monter à 150 millions, donc on se retrouve avec une production de chiens qui augmente et un nombre d'abandons et de chiens errants et non gérés qui augmente aussi de l'autre côté, et donc forcément quand on parle de stérilisation et de contraception, chez le chien en tout cas, on est obligé de réfléchir aussi à ces sujets parce que il y a une partie de la population canine qui se reproduit sans forcément qu'il y ait de gestion derrière ou de possibilité d'accueillir ces chiens dans des foyers derrière. Et je pense que ça, c'est aussi une dimension qui est à prendre en compte, ce qui fait aussi qu'on a un grand encouragement de la part des vétos ou des refuges ou des assos de stériliser. C'est pour éviter aussi de multiplier comme ça une population canine qui n'aura pas forcément de foyer et qui va vivre sa vie en refuge ou abandonnée à leur triste sort. Si on regarde les statistiques maintenant du côté des chats, là on a beaucoup plus de stérilisation, c'est vraiment beaucoup plus courant, 80% des chats mâles qui sont castrés contre 75% des chattes, donc on est sur un taux quasiment équivalent, mais beaucoup plus présent. Je pense que ça, on doit voir aussi la représentation que les chats vont avoir beaucoup plus tendance à errer et à se promener et à croiser d'autres personnes de leur espèce avec lesquelles il y a potentiellement la reproduction qui est possible. Donc là, on voit sans doute aussi un rapport à l'animal qui est différent et un mode de vie chez l'animal qui est différent. Mais sur le chat, tu avais des choses à dire, Julia, sur la stérilisation? Oui, voilà, toujours dans l'épisode 7 sur la stérilisation de vétologie faite avec le docteur Emmanuel Titieux. Elle explique qu'en fait, pour le chat, il y a des vrais avantages pour les deux sexes à faire stériliser. En effet, la gestion d'un chat, c'est pas du tout la même que la gestion d'un chien. Un chien, on va dire que ça reste avec toi, que tu vas plutôt gérer ses interactions, etc. Plus facilement du moins que le chat, notamment le chat qui va être à la campagne ou même le chat des villes, hein. Tu vas lui laisser de la liberté et donc tu vas pas pouvoir gérer ses déplacements, ses interactions. Et donc si ton chat ou ta chatte n'est pas stérilisée, tu as beaucoup plus de risques donc pour les femelles d'avoir des grossesses non désirées, mais aussi des tumeurs mammaires. Donc la stérilisation, ça va augmenter la qualité et la durée de vie de la femelle. Et pour les mâles, en fait, le fait de les stériliser, ça va du coup faire qu'il y a moins de bagarres entre les mâles parce que ils vont pas se battre pour avoir une femelle, par exemple. Et donc, ils vont aussi moins se déplacer dans l'objectif de se reproduire et donc de chercher une femelle. Donc, il y aura aussi moins d'accidents avec les traversées des routes, voilà, les chats qui vont aller beaucoup plus loin et sur des nouveaux terrains pour trouver des femelles. Et il y aura aussi moins de marquage à l'intérieur. Donc ça, c'est très intéressant pour les humains et les humaines qui ont des chats qui marquent à l'intérieur. Les chats qui ont encore leurs testicules vont plus marquer. Et du coup, ça va augmenter l'espérance de vie chez le chat, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ça va diminuer donc les bagarres et les IST. Et les chats sont vraiment victimes d'IST, qui vont avoir beaucoup, enfin un suivi très lourd après d'un point de vue vétérinaire. Donc le fait qu'ils soient plus actifs sexuellement, ça va aussi diminuer le risque d'IST, et donc ça va vraiment améliorer la qualité et la durée de vie chez les chats. Le point sur lequel elle a quand même mis un petit warning, enfin comme quoi il faut faire attention, c'est que du coup la suppression des hormones sexuelles, ça va modifier les besoins énergétiques du quotidien. Donc ça va diminuer de 20% les besoins énergétiques. Ça veut dire que le chat, il a besoin de 20% de moins d'énergie que quand il a ses ovaires
ou ses testicules. Et en plus, le fait d'être stérilisé, ça va augmenter l'appétit de 20%. Donc du coup, on va avoir des chats qui vont avoir beaucoup plus faim, mais qui vont avoir physiologiquement beaucoup moins besoin de dépenser cette énergie. Et du coup, là où il y a vraiment un point sur lequel il faut faire attention avec les chats stérilisés, c'est qu'on va pas dire, vu que tu es stérilisé, on va moins te nourrir, parce que là, on va passer sur de la frustration alimentaire, qui fait vraiment partie des choses qui peuvent diminuer le bien-être du chat au quotidien. Et un chat qui va être frustré d'un point de vue alimentaire va vraiment être pas bien, ça va vraiment être quelque chose de désagréable. Donc il faut partir sur une alimentation qui va rassasier le chat de la même manière, mais en étant beaucoup moins énergétique. Et donc là, je vous recommande de suivre des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine, ce qui n'est absolument pas mon cas, et je pense pas que ça soit le cas de Pauline et de Margot non plus. Mais du coup, voilà, je pense que vraiment l'alimentation des animaux stérilisés, c'est quelque chose de très particulier, et il faut pas vouloir rassasier ou diminuer drastiquement les quantités alimentaires. Il faut modifier le taux d'énergie et essayer de toujours rester sur des animaux qui sont bien rassasiés pour pas qu'ils soient voilà, dans la souffrance. Ensuite, le petit point intéressant, c'est que, encore une fois, en France, on va plutôt proposer de stériliser les animaux autour des 6 mois, voilà, c'est ce qui se fait. Et aux USA, ils le font avant 3 mois. Donc tu vois, tu parlais tout à l'heure de la race là, de chiens non reconnus qui était venu te voir, Pauline. Et donc tout de suite, ça m'a fait penser à ça. Aux États-Unis, en fait, ils vont vraiment être sur de la stérilisation ultra précoce, surtout chez les chats de race. Voilà, pour éviter du coup des reproductions au niveau des chats de race, des reproductions qui ne seraient pas contrôlées. Mais c'est hyper controversé, et selon le docteur Emmanuel Titieux, ça peut avoir un impact vraiment très grave sur le développement ostéo-articulaire et aussi le développement du comportement sur un animal en croissance. Donc encore une fois, il ne faut pas voilà, faire des stérilisations sans avoir vraiment connaissance de ce que ça peut impliquer et sans avoir un vrai suivi par un professionnel informé sur tout ça. Si on fait un petit point juste sur les NAC, aujourd'hui, donc les NAC, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. On peut parler par exemple de certains NAC qu'on va stériliser pour des raisons odorantes, notamment chez le furet par exemple. Ça fait partie des animaux, même le rat aussi, je pense, qui s'ils sont pas stérilisés, ils vont vraiment sentir très 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 mauvais. Donc à partir du moment où on veut avoir ce genre d'animaux de compagnie en appartement ou en intérieur du moins, la stérilisation des mâles va être obligatoire. Et puis si on met des mâles et des femelles ensemble aussi, il va falloir faire stériliser. Donc là, encore une fois, on vous préconise de faire plutôt stériliser les mâles, pas parce que nous sommes des féministes castratrices, mais plutôt parce que les interventions sont beaucoup moins dangereuses et invasives chez les mâles que pour les femelles. Et donc ça sera plus facile à gérer. C'est à nouveau le moment d'un trigger warning. Nous allons parler dans les minutes qui suivent de l'élevage de porcs et des interventions chirurgicales que ces animaux peuvent subir en vue de la consommation de leur viande. Donc si vous êtes sensible, vous pouvez continuer l'épisode à partir de 54 minutes et 4 secondes. Merci beaucoup. En ce qui concerne les animaux de consommation, notamment, moi j'avais envie de parler par exemple du cochon, hein, ce cochon qui toujours m'obsède et revient dans beaucoup d'épisodes, ce cochon que j'aime tant. En fait, il faut savoir qu'à la naissance, les porcelets, ils prennent méga cher, mais franchement, ils prennent méga cher. On leur coupe les dents, on leur coupe la queue et on leur coupe les couilles. Euh, En fait, on leur coupe un peu tout ce qui dépasse. Et c'est très violent parce que la plupart du temps, c'est fait à vif et sans anesthésie, même si aujourd'hui on préconise l'anesthésie. Je l'ai vu faire à maintes reprises sans anesthésie, voilà, au sécateur, et c'est très rapide. Notamment pour les dents et la queue, voilà, au sécateur qui brûle en même temps, vous voyez, qui cautérise, c'est comme ça qu'on dit ? Qui coupe et qui cautérise en même temps. En fait, chez le porc, il faut savoir qu'on fait un retrait des testicules parce que si on laisse les testicules, on appelle ça un véra. Et les véras, avec la testostérone, la viande, elle est immangeable tellement c'est fort. Donc la testostérone va vraiment impacter sur le goût
de la viande et c'est d'ailleurs aussi pour ça que, la plupart du temps, on dit qu'on mange du bœuf et pas, du taureau. C'est parce que, de la même manière, en fait, on va, castrer, les animaux pour avoir une viande plus grasse, et plus tendre avec, un goût beaucoup moins fort. Enfin, un sujet qui nous intéresse et j'espère que Lulu, notre Lucille qui était dans l'épisode, précédent, et bien, aura envie de mettre un petit commentaire, sur ce sujet-là. C'est, chez les chevaux donc, on a plutôt tendance à faire vivre, les chevaux avec, les mâles entiers qui vont être seuls et les femelles ensemble ou les femelles avec des hongres, donc, avec, des chevaux qui vont être, castrés. Les femelles, on les laisse toujours, entières quoi, c'est pas un terme qu'on utilise, mais en gros, on ne touche pas, aux gonades des femelles. On va les laisser, telles quelles et on va, plutôt, castrer du coup, les mâles. Encore une fois, je vous si ça vous intéresse, le sujet de la castration chez les hongres, est très étudié et la façon dont c'est fait aussi, ça peut être très, très particulier. J'irai pas plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que, quand, en fait, on estime qu'un étalon, entier, donc avec ses testicules, il va pas être mis avec les juments, sauf, voilà, pour, la reproduction. Alors que, en fait, il y a des façons aujourd'hui de réintroduire déjà des étalons dans des troupeaux d'étalons, des étalons dans des troupeaux de hongres, et de constituer, des troupeaux donc ça c'est hyper documenté. Il y a pas mal de travail de thèse fait dessus et donc ça c'est très intéressant. J'ai pas, encore très étudié le sujet, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir en fait que pour le travail, pour les cintres équestres notamment, on va, surtout privilégier des mâles, des hongres, donc des mâles castrés parce que, on va estimer qu'ils seront, moins agressifs, qu'ils seront, moins sur le sang, moins impulsifs. Et puis parce que c'est moins chiant qu'une jument qui va être considérée comme une pisseuse. Parce qu'il faut savoir que, pendant son cycle, une jument va avoir ses chaleurs, elle va, faire des urines très particulières avec sa queue de côté, elle va chercher le mâle, mais elle va aussi avoir des douleurs ovariennes qui fait que, eh bien, si un cavalier lui monte sur le dos, bah, des fois elle sera pas hyper OK et dans le milieu du cheval, on veut des chevaux, qui soient, le plus lisses possible, le plus soumis possible, mais on va jamais dire en fait que, une jument, c'est parce qu'elle est entière qu'elle a ce caractère. On va juste dire que c'est une pisseuse, donc une emmerdeuse, voilà, qu'elle a ses cycles ovariens qui vont jouer sur son humeur et qui vont faire d'elle une emmerdeuse, alors que, finalement, on va plutôt être fier de monter un étalon avec, toutes ses testicules et sa testostérone en disant qu'on est capable de dominer, un animal, surpuissant avec une énorme paire de testicules et avec un sexe beaucoup plus gros qu'un sexe humain. Donc on est vraiment là-dessus sur le fait de pouvoir dominer, un dominant et j'ai juste, j'irai pas forcément plus loin dans la réflexion, mais d'expliquer qu'on met vraiment beaucoup de sens sur, les organes sexuels des animaux qu'on va utiliser, pour, soit la consommation, soit le travail, soit, le loisir et pour le spectacle, eh bien, ça sera toujours plus impressionnant de voir un étalon, faire du spectacle en liberté, que, de voir, un hongre ou, une jument faire, du spectacle en liberté et tout ça, parce que, heu, c'est beaucoup plus rare et parce qu'on imagine vraiment que c'est beaucoup plus compliqué, alors qu'en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué de gérer un étalon, enfin, je veux dire pas dans le travail, quoi. Voilà. Mais le fait qu'il ait une grosse paire de roupettes, ça va faire partie du show. Je vous propose donc qu'on enchaîne avec, le sujet, un peu plus humain et donc peut-être que c'est Margot qui va pouvoir, nous introduire ce sujet, à merveille parce que pour ma part, en tout cas, c'est pas du tout un sujet que je maîtrise et pourtant qui est fort intéressant. Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est un sujet que je maîtrise, je l'ai un peu étudié, pendant mes années de master là, mais
je vais essayer d'être plus claire et concise que sur les précédentes interventions. Mais en tout cas, quand on parle de stérilisation, enfin, tu faisais écho tout à l'heure notamment au rassemblement sur l'IVG du 28 septembre. Ces questions-là, ça fait écho au racisme systémique et à la cisnormativité. Je ne sais pas s'il faut rappeler ici, mais donc les personnes cisgenres, c'est les personnes qui naissent en accord avec l'identité de genre qui leur a été assignée à la naissance. Donc, par exemple, Pauline, Julia et moi, on est 3 femmes cisgenres, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas. Euh, et quand on n'est pas en accord avec son identité de genre, on est une personne transgenre ou une personne non binaire, par exemple, ou agenre. Et donc, sur ces questions-là, je voulais parler de racisme et de transphobie parce que, par exemple, dans les années 50-60, dans les pays qui avaient été colonisés par la France notamment, on a pratiqué des stérilisations et des avortements forcés sur des femmes, par exemple dans les Antilles. Vous pourrez trouver plus d'informations dans les ouvrages, par exemple, de Françoise Vergès à ce propos, notamment Le ventre des femmes. Euh, et, euh, et donc les femmes voilà, étaient stérilisées et avortées sans qu'on leur demande leur avis. Alors qu'en parallèle, en France, par exemple, les féministes plutôt blanches et bourgeoises de l'époque commençaient à réfléchir et à revendiquer le droit à disposer de leur corps et donc à un accès libre à la contraception et à l'IVG. Donc ça montre aussi les deux poids, deux mesures qu'il pouvait y avoir et toujours la même question de la liberté de disposer de son corps. Et par rapport aux questions de transition, il y a l'idée que, enfin c'est pas l'idée, il y a le fait que jusqu'en 2016, quand on voulait procéder à un changement à l'état civil, les personnes trans devaient subir une stérilisation pour ne plus pouvoir avoir d'enfants et acter en gros leur changement de genre. Je mets des guillemets encore une fois que vous ne voyez pas parce que c'est un podcast. Mais ça symbolise encore une fois la violence de l'État aussi, que ce soit dans ces avortements ou ces stérilisations forcées, euh, pour les personnes racisées ou pour les personnes trans. Enfin, c'est un truc absolument abominable, je trouve, et de se dire que jusqu'à 2016, c'était dans la loi, quoi. Et là, à Mayotte, encore une fois, avec cet esprit colonisateur toujours bien présent, là, c'est des recommandations qui sont faites par l'ARS, qui sont adressées aux femmes à Mayotte voilà, de se prémunir de, d'un taux de reproduction trop important et donc d'avoir recours à une stérilisation, quoi. Et concernant les chiffres de la vasectomie, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des grandes disparités en fonction des pays. Parce qu'au Canada, par exemple, qui est le pays qui pratique le plus ce genre de stérilisation, ben on a quand même 22% des hommes qui font une vasectomie, donc on est sur un Canadien sur 5, alors qu'en France, C'est énorme. parce qu'en France, on est à peine 1%, un peu moins d'1% d'hommes qui ont recours à la vasectomie. Donc en France, on voit qu'il y a vraiment une charge contraceptive qui est apparemment beaucoup plus portée sur les femmes que chez les hommes. Et d'un côté, c'est encourageant parce que ça veut quand même dire qu'on peut avoir des endroits dans le monde où il y a une répartition qui est peut-être plus équitable et que voilà, on a encore des marges de manœuvre sur ce sujet-là pour les couples qui sont Regarde concernés. déjà ce qui se passe à Mayotte, en fait. Là, le gouvernement, ou en tout cas l'ARS, préconise pas nécessairement les vasectomies, mais Ligature des trompes, ouais.
voilà, c'est adressé aux femmes, la Mm, mm. question de la stérilisation, c'est pas pensé pour les hommes. Surtout quand on voit après, donc en France, on sait que c'est les femmes qui doivent, supporter toute la charge mentale de la contraception, hein, la plupart du temps. Que, il y a certains moyens de contraception qui sont, pas bien pris en charge ou pas du tout pris en charge. Moi personnellement, j'en ai essayé un. Hem, C'était un stérilet de billes en cuivre, de micro-billes en cuivre, avec, un fil de la NASA. Ma gynéco m'avait vendu le truc, du genre, c'est révolutionnaire et tout ça. Hem, Parce que, j'ai essayé différents types de contraception et que les effets secondaires Mmh. ma Bah oui. j'en ai tellement chié avec tellement de contraceptifs différents parce que du coup, c'est ça. Mmh. En fait, tu testes et à chaque fois, ça te ruine ta santé, ça te flambe, Mmh. les ovaires, ça te met à terre, ça te fait vomir, ça te fait tout avoir, bref. C'est, mais ça, on s'en fout, voilà, c'est pas grave parce que c'est pour empêcher la grossesse et c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai relevé le terme grossesse au début de l'épisode. Mais, donc là, c'était 200 € et c'était pas remboursé par la sécu parce que c'était pas encore assez, expérimenté en France, mais que Mmh. ça avait vraiment des super résultats sur, la douleur. Parce que pour le rappeler, et si, des hommes passent par ici et qui savent pas, un stérilet en cuivre, c'est le fait que ça provoque une inflammation au niveau des muqueuses et donc une acidification, du pH, des muqueuses qui fait que ça rend incompatible, l'anidation de l'embryon quoi, dans la muqueuse, de la femme. Mais donc cette inflammation, elle est permanente et ça veut dire que, en gros, ton corps, il est tout le temps en train de lutter contre cette inflammation Mmh. et donc c'est pas rien, en fait. On te dit: «Non, non, mais c'est bon, juste un petit stérilet» et en plus, tu as des risques, de grossesse extra-utérine. Après, tu as la possibilité de mettre des stérilets avec des hormones, mais c'est pareil, en fait, les hormones, ça a vraiment des conséquences et Mmh. quand on voit, les pilules, c'est pareil, aujourd'hui, on sait qu'il y a des pilules pour les hommes, mais que les hommes, ils veulent pas ça, ils veulent pas de charge mentale, ils veulent pas, d'effets secondaires, ils acceptent pas les effets secondaires. Alors que, les femmes, elles ont les effets secondaires, des pilules avec, des vrais dangers, de maladies cardiovasculaires, de cholestérol qui augmente, de prise de poids, bref, il y a tout plein, d'effets secondaires qui sont violents et graves pour la santé et c'est pas grave parce que c'est un moyen pour éviter la grossesse et donc le problème des femmes. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment une façon, de voir les choses et le fait qu'à Mayotte, on privilégie, la ligature des trompes plutôt que de dire: «Beh, allez les mecs, on va aider un peu les femmes pour une fois et vous allez vous ligaturer, vos petits tuyaux à vous là». Voilà, c'est ultra rapide, ça va ultra vite, c'est en ambulatoire, ça dure un quart d'heure, basta, on passe à autre chose, Et à quoi. l'inverse, et quelque chose moi qui me choque aussi beaucoup, c'est qu'une femme qui voudrait subir une stérilisation définitive par la volonté Ah de ne oui, pas avoir d'enfant, C'est clair. ou de ne plus en avoir, ouais. même parfois après en avoir eu, c'est la croix et la bannière pour pouvoir accéder à cette Ouais. forme de stérilisation, parce que voilà, c'est comme la contraception la plus efficace. Si tu n'as plus d'ovaire ou d'utérus, ou si tu es ligaturé, tu sais que c'est sûr, tu tomberas pas enceinte. Et quand c'est fait par une volonté de ne pas vouloir du tout d'enfant, Juste pas avoir c'est pas d'enfant. possible parce que Ouais. potentiellement, peut-être un jour, tu pourrais changer d'avis parce que tu es quand même un peu bête et on sait bien que les femmes, voilà, c'est pas très stable, donc on sait pas. C'est ta nature, Voilà, t'es tellement soumise ta nature à d'être tes mère. émotions et à tes hormones aussi que la décision que tu prends tout de suite, c'est peut-être un coup de tête, tu vois. Donc voilà, souvent ça me varie en fait. Donc on ne sait pas, il ne faudrait pas qu'elle regrette et après qu'elle vienne nous Bah casser les oui, pieds qu'en fait elle aurait voulu avoir un enfant. mais c'est ça. Ce serait quoi ton Et du coup, existence voilà, en tant que quelle femme sans serait ta être valeur? mère? Et on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement, mais il y a aussi toute une représentation qui tourne autour de la capacité à procréer ou pas, ou de la volonté de procréer ou pas. Et chez l'homme, la vasectomie entraînant du coup l'impossibilité de se reproduire, alors de manière plus ou moins définitive, hein. On a quand même la vasectomie qui est réversible dans 80% des cas, il me semble. Mais le fait de faire partie de la tranche de la population qui n'est plus en capacité de se reproduire, donc en vrai, normalement dans la population générale, ça ne concerne que les femmes ménopausées, puisque les hommes se reproduisent tout au long de leur vie, eux.
Et d'un seul coup, ça fait basculer les hommes qui font le choix d'une contraception définitive du côté de ces gens-là, quoi, de ces gens qui ne valent, entre guillemets, comme Margot, je fais des petits signes que vous ne voyez pas, mais qui ne valent plus rien parce qu'ils sont plus en capacité de faire des enfants. Et donc, si tu fais en plus le choix volontaire de le faire alors que tu pourrais, alors là, c'est encore pire, quoi. Moi, je vais avoir une seule reco pour ce podcast. Ça sera le compte Instagram Je ne veux pas d'enfants, donc qui justement traite de ce sujet du fait de ne pas vouloir d'enfants et de ce que ça peut impliquer au niveau du regard de la société, et puis aussi pour des décisions médicales, par exemple, pour ce qui est d'une stérilisation définitive. Moi, je vais toujours recommander le même podcast. C'est mon éternelle recommandation, tellement je kiffe ce podcast, mais je vous le recommande encore et encore et encore. Il faut que vous écoutiez Vétologie. C'est 2 vétos spécialisés dans le comportement animal. Elle parle de tous les animaux de compagnie. Elle parle beaucoup des chevaux. Elle parle chien, chat, nac. Les épisodes sont sous format hyper court, donc c'est très fluide. C'est hyper accessible et c'est vraiment trop intéressant qu'il y ait des vétos qui vraiment s'attardent comme ça sur le comportement des animaux, sur les méthodes positives et sur l'environnement. Voilà, l'environnement des animaux, ça c'est hyper important. Par exemple, elles vont vous expliquer comment gérer un lapin avec des lapines, quelle sorte d'environnement ils ont besoin. Exactement pareil pour les chevaux, pour les chiens. Elles font intervenir des professionnels qui sont spécialisés dans des domaines comme l'épisode 7, donc l'épisode 7 avec le docteur Emmanuel Titieux, qui est génial. Il faut aller l'écouter en entier. Et pour conclure, moi, je vais vous recommander des petits livres. C'est des essais. Donc, des fois, il faut les prendre et les reposer et faire des pauses parce que c'est pas toujours très simple à lire. Mais il y a Les féministes blanches et l'Empire qui est sorti chez La Fabrique en 2012 de Félix. Alors, je pense que c'est Boggio qu'on dit ou Boggio, je sais pas. Ewangé Épée et Stella Mangliani Belkacem qui reprend ce que j'évoquais un peu tout à l'heure sur la stérilisation des corps racisés et puis les relations en général entre femmes blanches et femmes racisées. Petit clin d'œil au podcast Dialna qui devrait sortir dans pas trop longtemps aussi sur ces questions-là. Et le génial Race de Sarah Mazouz qui est sorti chez Anna Mosa. C'est tout petit, ça se lit assez facilement, même si c'est un essai. Et Sarah Mazouz, je vous invite à la lire et à l'écouter, même elle est dans une émission notamment de Mediapart à l'air libre sur cette question de la race qui est un peu problématique encore chez nous. C'est un euphémisme. Et donc, ouais, Sarah Mazouz, et il y a Sarah Mazouz et Éléonore Lépinard aussi qui ont écrit toujours chez Anna Mosa pour l'intersectionnalité. Voilà, je vous recommande grandement ces petits livres qui coûtent pas très cher en plus. J'ai une reco supplémentaire. Un flash. J'ai eu une illumination, un flash. Dans le sujet aussi du rapport homme-femme autour de la contraception et du couple hétéro, moi je voudrais vous recommander le livre de Sabrina Erenjin, un essai qui s'appelle Les hommes ont tué l'amour, qui parle voilà, du couple hétéro, de la représentation de ce que c'est que d'être une femme en couple et voilà, notamment le sujet de gestion de la contraception, mais plein d'autres points. Et voilà, moi je vous encourage à vous questionner le couple hétéro parce qu'il est présenté comme un modèle avec des règles et une façon de fonctionner. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut questionner et remettre en question. Donc ce livre vous aidera à ça si vous le souhaitez. Donc vous avez 1 mois pour lire et écouter tout ça. Vraiment, avec Madame a du chien, vous ne vous ennuyez pas. Et donc, nous, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 9, dont la thématique sera identité de genre, donc à peine vaste comme sujet. Je pense qu'on fera un épisode découpé en 8 parties cette fois-ci. Sur 3 ans. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, gloire aux chiennes. Et aux chattes.